Rahman ar-Rahim. Alors, pour ce qui concerne cette dernière partie, ou en tout cas pour ce qui concerne le problème contemporain, ici également, c'est la troisième partie d'une réflexion que nous avons eu déjà, dont nous avons déjà eu les deux premiers moments, et là nous avons la troisième partie. Alors je rappelle, encore une fois, pour ceux qui suivent maintenant ce que je suis en train de dire, ils vont comprendre ce que je dis. Quant à ceux qui ont la vision générale du propos, les deux premières parties vont mieux comprendre. Mais pour rendre plus explicite encore ce que je vais dire maintenant, j'aimerais vous rappeler rapidement les deux autres étapes de la réflexion. Première étape, nous parlions de notre situation en Europe et en France en particulier, mais ça peut être une réalité en Belgique, en Suisse, en Angleterre, partout, en Europe ou en Occident, même aux États-Unis. Et nous avions dans la première partie, rappelé les 5 principes d'une saine présence. Premier principe, souvenez-vous-en, affirmer une foi, une spiritualité, une pratique, c'est en cela que nous avons notre présence en tant que musulmans, loin également de toutes les seules considérations sociologiques, et en amont de ces considérations-là, ce que disent les sociologues dans l'approche qu'ils ont des musulmans en Europe, c'est une chose, mais nous n'avons pas oublié le principe premier de cette présence, à savoir la foi et la spiritualité avec ce que chacun peut décider de sa pratique. Deuxième principe, c'est que nous avons des références qui sont des références éthiques, morales. Et il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Ce qu'on a dit par ailleurs dans les commentaires du Coran, il y a des limites à l'action et des limites au choix de l'action, comme il y a des choses qui sont offertes à notre espace d'action. Troisième principe, où que nous sommes, ou où que nous soyons, nous avons un rôle qui est celui de porter la participation. Nous participons aux dynamiques sociales où nous sommes, et donc nous sommes en Europe destinés à participer à la dynamique sociale, et nous sommes de ce point de vue-là des réformateurs, à savoir réformer l'espace, l'environnement dans lequel nous travaillons, en garder tout ce qu'il y a de positif et être réformateur de tout ce qui nous apparaît comme étant négatif ou à réformer. Quatrième des principes, nous avons un principe quant à notre présence, c'est celui d'une indépendance inaliénable. Indépendance de cœur, indépendance intellectuelle, indépendance financière, indépendance politique. Nous sommes et nous devons promouvoir l'indépendance dans ce que nous sommes et dans ce que nous voulons et dans notre façon de fonctionner. Alors c'est vrai par rapport aux États étrangers, mais c'est vrai aussi par rapport à l'État dans lequel nous sommes, indépendance par rapport à l'État français, l'État belge, l'État anglais, parce que les législations aujourd'hui en Europe protègent l'indépendance des musulmans au regard de leur rapport à leur référence ou à l'organisation de leur culte. Cinquième des principes, c'est où que nous sommes, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes là pour promouvoir la justice, pour nous et pour les autres, sans distinction. Donc 5 principes d'une saine présence. Ça, c'était être musulman. Ensuite, il y avait la dimension de comprendre notre contexte pour mieux agir. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est quelles sont les actions que nous avons à entreprendre. Mais avant de nous engager dans l'action, encore faut-il que nous comprenions bien et nos sources, et notre environnement, et nos textes, et notre contexte. Et les deux questions étaient comment comprendre notre contexte à la lumière de nos textes, mais comment comprendre nos textes à la lumière du contexte dans lequel nous vivons. Et ce qui avait été mis en évidence, c'est 5 autres principes qui sortent de nos textes
et que l'on comprend à partir de nos textes et qui vont nous permettre de mieux agir dans notre contexte. Quels sont ces principes? Rapidement, le premier de ces principes, c'est de nous rappeler que être avec Dieu, c'est la shahada. Et agir, comment être avec Dieu? Agir pour lui, suivre sa voie, prendre le chemin de la source, c'est Sharia, qui est littéralement le chemin vers la source. Donc, Shahada wa Sharia, c'est-à-dire être avec Dieu, c'est quand je dis la Shahada, mais ensuite je dois rester dans cette logique d'être avec Dieu par le chemin que j'emprunte pour suivre la voie qu'il me donne et rester fidèle à ses enseignements. Ça s'appelle la Sharia, loin des définitions réductrices d'un certain nombre de nos frères et sœurs, loin des définitions réductrices de ceux qui sont spécialisés dans le fiqh, mais dans la compréhension globale et universelle de notre message. Premier principe. Deuxième principe, il y a en islam des principes universels qui s'actualisent toujours de la même façon, dans les ibadat par exemple, et des principes universels dont la concrétisation va changer en fonction du temps ou de l'époque. Exemple, on a le principe du tawhid qui ne change pas, quel que soit le lieu où je suis, c'est tawhid, et tawhid c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. Deuxième élément, le principe, le rapport à la umma, à savoir la dimension de je participe d'une certaine façon à... Le deuxième principe, il est celui, donc le principe de la umma, ou le principe du fait que j'appartiens à une communauté, que ça, où que je sois, c'est toujours identique. Dans sa concrétisation, ce doit l'être en mon cœur et en mon intelligence. Ou alors, pour ce qui concerne les ibadat, les actes d'adoration, je prie, comme le prophète ﷺ priait, et nous prions à travers le monde à peu près, à quelques détails près, de la même façon. Donc là, il ne change pas. La prière est un principe universel, et son actualisation ne change pas. Maintenant, il y a, dans les mu'amalat, des choses qui sont des principes universels, mais dont l'application change. C'est par exemple la shura. Le principe de amruhum shura bainahum, c'est ils délibèrent ensemble de leurs affaires, mais le mode de délibération va changer, que j'habite en Afrique ou que j'habite en Europe, que je sois de cette époque ou d'une autre. Le principe reste, mais la concrétisation change. Donc en islam, on a al-thabit, c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas, ou al-mutaghayyir, des choses qui changent. Toujours dans la fidélité à des principes universels qui ne changent pas, eux, dans leur énonciation. C'est un deuxième principe à comprendre. Troisième principe à comprendre, c'est qu'il y a en islam des choses essentielles et des choses secondaires. On l'a au niveau de la législation et de la prescription, al-asl wal-fara', c'est-à-dire le principe premier est la ramification, c'est-à-dire quelque chose qui est secondaire, mais on l'a aussi dans les objectifs de la sharia, ad-daruriyat, c'est-à-dire les choses essentielles, wa al-hajjiyat wa al-tahsiniyat, c'est-à-dire des choses qui sont d'ordre secondaire, qui sont dues au complément ou à l'embellissement. Donc en islam, on a des choses essentielles et des choses secondaires. Et quand on doit protéger nos références, on protège d'abord l'essentiel, puis ensuite on regarde comment, peu à peu, on peut aussi protéger le secondaire. Mais on ne délaisse pas l'essentiel pour le secondaire. Et pour savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire, il faut avoir une connaissance de sa religion. Quatrième des principes, il y a, en l'occurrence, dans la prescription, au travers de nos textes et dans la réalité d'une révélation qui s'est faite sur 23 années, des étapes. Il a fallu plusieurs années, oui, jusqu'à 8-9 ans, pour l'interdiction de l'alcool. Entre le moment où vous avez les 3 versets, il y a plus de désavantages que d'avantages, n'approchez pas de la prière alors que vous ne savez pas ce que vous dites, et éloignez-vous de l'alcool, c'est 9 années. Donc il y a des étapes. Et dans ces étapes, il y a aussi pour nous à comprendre que quand on est dans un nouvel environnement, on ne peut pas tout faire et tout avoir tout de suite. Il faut aussi procéder par étapes. Quatrième principe de notre rapport aux références. Et cinquième principe, sur lequel nous étions mis d'accord aussi, mais qui est un principe de l'usul, en matière d'affaires sociales, de comportement, de culture et d'organisation sociale, tout ce qui ne contredit pas un principe islamique reconnu par les textes ou énoncé par les savants sans divergence
tout ce qui ne s'oppose pas est accepté comme islamique par nous, parce que ça ne s'oppose pas à nos textes, on est d'accord? Mettant en évidence le fait que ce qui est produit par la culture française, la culture anglaise, la culture européenne, ou par l'organisation sociale, et qui ne s'oppose pas à un principe qui est le nôtre, on considère qu'il est islamique et on le prend pour nous. Ce qui nous permet de comprendre que nous avons une vision très très large par rapport à notre environnement, où nous pouvons prendre notre respiration et intégrer des choses à nos références. Bien, ça, c'était les 5 principes nés de la lecture de nos textes, et qui jettent un éclairage tout à fait particulier sur notre contexte, nous disant, Français en France, ou Européens en Europe, ou Américains aux États-Unis, nous nous intégrons socialement, mais nous intégrons islamiquement et philosophiquement. Donc nous vivons une révolution intellectuelle qui consiste à entrer dans notre société non pas par la petite porte ayant crainte de tout, comme je le disais tout à l'heure, mais épanouie en prenant tout ce qu'il y a de bien dans ces sociétés et en les faisant nôtres. Sur le plan social, toutes les démarches qui sont intéressantes de soutien, de lutte contre l'injustice, c'est bien, et on l'intègre. Tout ce qui est du domaine culturel, produit de la culture locale, qui est bien, on l'intègre. Tout ce qui est sur le plan économique, tout ce qui est sur le plan politique, qui ne contredit pas nos principes, ça fait partie de notre charia, de notre voie, là où nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons, et à partir de quoi nous devons construire, en partant de l'acquis. Il faut partir de l'état des lieux et des acquis pour continuer. Donc, tout cela nous amène à considérer notre environnement de façon beaucoup plus sereine, beaucoup moins crispée, beaucoup moins schizophrène, beaucoup plus clairvoyant dans ce que nous pouvons prendre et de ce que nous devons écarter. C'était donc le principe de la sélection et de l'apport critique. On évalue les choses. Une fois qu'on a dit cela, et ça c'était nos 2 premiers cours, nous entrons maintenant dans l'action proprement dite. Maintenant il faut agir. On a 1, les principes de la présence, 2, la compréhension de l'environnement et de nos sources à la lumière de cet environnement. Maintenant il y a l'action dans l'environnement. Les premières pierres. Comment poser les premières pierres? Et là, nous devons être d'accord, à vous qui êtes présents et qui écoutez, ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre une chose. Je vais mettre en évidence aujourd'hui 5 chantiers prioritaires, 5, sur lesquels nous avons à travailler et vis-à-vis desquels il y a une réflexion à porter. Et de 2 choses l'une. Soit vous comprenez toutes et tous ici que ce qui est dit pour chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous comprenne qu'il a au moins une qualité, une compétence dans l'un de ces 5 domaines, et qu'aujourd'hui il faut se mettre au travail, qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait 15 personnes qui s'occupent de ce séminaire, qui travaillent comme des fous à ne plus avoir du temps pour eux, et puis qu'on est dans la salle, ou qui écoute les cassettes, ou qui observe ce qui se fait au niveau de la vie associative. On est une population de consommateurs de séminaires et de cours qui ne font rien, qui ne se sentent pas tellement impliqués, sont là pour venir passer quelques heures pendant un dimanche après-midi ou n'importe quand, ou un samedi soir, ou un vendredi soir, ou n'importe quand. Ils viennent écouter, et puis finalement on rentre à la maison. Masha'Allah, c'était un bon séminaire, c'était un bon cours, mais on a produit des consommateurs paresseux, on n'a pas produit des acteurs de la vie et de la transformation de notre présence dans ce pays. Aujourd'hui, les chantiers sont tellement grands, tellement importants, tellement lourds, qu'on a besoin de toutes les compétences. Et si tu as une compétence dans laquelle tu te retrouves dans l'un de ces chantiers et tu ne t'y impliques pas, ne va pas chercher la responsabilité ailleurs. C'est ta responsabilité de savoir ce que tu donnes. À partir du moment où on a dit qu'on suivait la voie d'Abraham, alayhi salam, shakiran li an'umi, c'est-à-dire qu'il commence par remercier les qualités que Dieu lui a données, puis il travaille. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui en train de produire on est très content parce qu'il y a de plus en plus dans les salles comme ceci des frères et des sœurs qui viennent écouter, mais ce n'est pas pour ça qu'on a plus d'acteurs. On a plus de consommateurs, on a plus de personnes qui écoutent, mais combien agissent? Combien viennent soutenir ceux qui passent leur temps à organiser des séminaires, des conférences, des rencontres, et les autres ils observent, ils viennent là, ils écoutent,
et ils veulent de bons conférenciers, de bons cours, mais nous, on aimerait bien aussi de bons auditeurs. Et le seul bon auditeur que je connaisse est l'auditeur actif. Critique dans ce qu'il entend, acteur dans ce qu'il entreprend. Et donc ici aussi, nous avons à réfléchir ensemble à ces chantiers. Bien. Cela étant dit, avant de parler de ces 5 chantiers, j'aimerais faire 3 remarques introductives. 3. La première des remarques introductives, nous sommes en Europe. Et dans chacun des pays européens, il y a une constitution. Ce que nous disons et qui doit être clair. Citoyen de ce pays, je respecte la constitution de ce pays. Pourquoi ? Parce que j'ai un contrat moral, social et politique avec le pays dans lequel je suis. Il y a 20 ans de cela, des frères et des sœurs, et même parfois des savants, disaient « Tu ne peux pas rester dans ce pays parce que, par exemple, on permet dans ce pays de boire de l'alcool. » Certes, on permet de boire de l'alcool, mais on ne te l'impose pas. Et comme n'importe quel citoyen dans ce pays, tu fais ton choix. Il y a la Constitution qui permet des choses plus que ce que toi tu peux. Tu respectes la Constitution dans sa loi et tu respectes les prescriptions de Dieu dans ta conscience et par ta foi. C'est les distinctions que tu fais. Ta foi pour ta conscience et la loi pour ta société. Et là, tu les respectes. Ce n'est que dans des cas tout à fait spécifiques, mais qui sont rares, qu'on va parfois voir des contradictions. Exemple, la Constitution, parfois la loi qui régit un corps de métier, par exemple, peut te dire tu dois contracter une assurance vie pour faire ce métier. Or, on sait qu'en islam, tu ne peux pas contracter une assurance vie. Comment on fait? Eh bien, dans ce cas tout à fait précis, qui est l'exception plus que la règle, c'est là où tu vas devoir aller questionner un faqih ou un alim ou un cheikh et lui dire voilà, ma situation elle est là, qu'est-ce que je fais? Et là, dans ton cas particulier, pour ta situation particulière, il va te donner une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique d'adaptation. Dans les cas où il y a contradiction, où il te donne une fatwa, il te donne un conseil. Si tu peux éviter de faire ce travail et trouver d'une autre, tu vas peut-être te dire ceci, ou alors il va peut-être te dire oui, tu peux le faire, dans le cas parce que tu as une formation qui ne peut pas te permettre de faire autre chose. Donc, on respecte la constitution du pays dans lequel on est, et on comprend que ce pays dans la constitution nous donne une latitude, qu'on doit faire des choix en conscience et par foi, dans le respect de la loi, et que dans des cas tout à fait singuliers où il y a contradiction, on va de ce point de vue-là aller chercher l'avis juridique qui nous permet de contextualiser notre présence. Et l'avis juridique, c'est un avis donné à une personne X dans une situation Y pour résoudre le problème Z. Mais ce n'est pas une fatwa qu'on peut prendre et qu'on exporte à quelqu'un d'autre. La fatwa, elle est très spécifique. Certes, parfois les situations sont similaires, mais une fatwa, ça concerne une personne dans un cas spécifique. Bien. Donc, respect de la Constitution. Alors là, il faut qu'on se mette d'accord parce que très récemment, en étant en Angleterre, je tenais ce propos et je le rappelais aux frères. Et effectivement, il y a des courants minoritaires dans l'islam en Occident, soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, qui eux, non, ils ne sont pas pour le respect de la Constitution parce que c'est le kufr, parce que c'est pas nous. Alors là aussi, ils ont l'idée que tout ce qui est produit par des non-musulmans est en désaccord avec l'islam. Ce qui est faux. Même le prophète a pris des gens qui n'étaient pas musulmans, tout ce qui était bon. Et on sait, c'est-à-dire il en est celui qui en est le plus, justement, qui devrait être le plus bénéficiaire de cette sagesse, partout il la trouve. Le croyant, c'est celui qui cherche la sagesse partout il la trouve. Et le prophète prenait de n'importe quelle voie, tant que ça ne contredisait pas, bien entendu, le tawhid et l'islam, mais que ce soit produit par quelqu'un de musulman ou pas. Même le mimbar que vous avez dans les mosquées, ce n'est pas une invention d'un musulman. Même un certain nombre mais même nous, je veux dire l'électricité, ce que nous avons, plein de choses que nous avons ne sont pas produites par des musulmans, mais tant que ça ne contredit pas, on les prend. Et là, ça c'est un débat qu'on a avec eux. Ça me fait penser justement, dans ce cadre-là, petite anecdote, un frère qui me disait, situation particulière, c'est une anecdote où il y a un frère qui est dans la voiture là, et puis il roule, et puis il se trouve qu'en Europe, il y a des feux verts et des feux rouges. Oui, il y a des panneaux de signalisation. Et le frère, il dit non, ça c'est le coffre, ça.
C'est les koffars qui ont mis le feu vert et le feu rouge. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Moi, je vais passer. Parce que quand même, je veux dire, les koffars, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Ils nous ont mis des lois, nous, on ne doit pas. On ne doit pas les respecter. Et alors, en Suisse, vous avez pratiquement, c'est pas la même chose chez vous, mais chez nous, là, pratiquement à chaque feu vert ou feu rouge, à chaque panneau de signalisation, tu as un radar qui prend la photo si tu passes au rouge. Et le frère il dit non, moi je vais passer, c'est les koffars, tu parles. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que je respecte et pas parce que eux ils produisent. Et le frère lui dit moi je crois pas que tu devrais passer quand même. Tu devrais quand même t'arrêter. Non, je passe. Je ne suis pas les koffars, moi. Et il passe. Et au moment où il passe, radar le prend en photo. Et le frère qui est à côté, il le regarde et il dit et là je crois que c'est Iblis qui a pris la photo. Il l'a pris en photo pour lui rappeler que enfer pour enfer, on est dedans. Et donc il lui a pris la photo. Mais tout ça pour dire que c'est des attitudes comme ça qui sont ici grossières. Vous les voyez à des moments donnés chez les comportements d'un certain nombre de frères qui pensent qu'on peut voler, qui pensent que dans cette société on peut faire des choses, même jusqu'à aller à mentir concernant nos impôts, mentir concernant... Non, on respecte la Constitution, on est de ce point de vue-là des êtres d'honnêteté avec la Constitution qui est la nôtre. Deuxième principe, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes, quand nous naissons, musulmans naturellement. Et tous les êtres sur la terre sont muslimines, c'est-à-dire, ils sont effectivement, de ce point de vue-là, soumis à l'ordre de Dieu. Ensuite, nous, ce que nous faisons à l'âge de raison, on confirme la foi. Par quoi? On confirme la foi par la shahada que l'on dit en raison et on devient mukallafoun, c'est-à-dire on est responsable de nos actes devant Dieu. Et donc la croyance, elle se façonne, elle vient s'ajouter à notre personnalité. Et il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Je suis un être humain avant d'être un croyant. Et le discours que parfois on tient dans cette communauté, c'est que dès que tu es croyant, on aimerait que tu oublies tes caractéristiques humaines. Mais il n'a jamais été question de ça en islam. Jamais on t'a dit que parce que tu étais croyant, tu n'avais plus de personnalité, tu n'avais plus de désir, tu n'avais plus de besoin, tu n'avais plus de corps, tu n'avais plus d'être, tu n'avais plus de sensibilité. Non. La foi, elle ne nie pas ce que tu es. Elle oriente ce que tu es vers le meilleur. Tu as une personnalité, tu peux même parfois être nerveux. La foi, elle va peut-être maîtriser ta nervosité, mais elle ne va peut-être pas complètement l'enlever. La foi, elle va orienter tes désirs, mais elle ne va pas tuer tes désirs. La foi, elle oriente ce que tu es, elle ne nie pas ce que tu es. Et parfois, nous, quand on parle de « nous sommes croyants », on pense que parce qu'on est croyant, ça nie nos divergences en termes de personnalité et de caractère. Non. La foi oriente des caractères, te permet de mieux maîtriser ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire il se maîtrise, mais il ne se nie pas. Et ça, c'est une chose qui n'est pas rien. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans l'islam comme ça, à force d'idéaliser, oui, même notre histoire, nous l'idéalisons. On se dit, mais les compagnons du prophète, ils étaient tellement croyants que parfois vous écoutez quelqu'un, quand vous écoutez un dals, quand vous écoutez une leçon, vous avez l'impression que ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des anges. Ce qui est faux. Abu Bakr Omar, Khalid ibn al-Walid, Omar également, c'est des gens qui se sont disputés. Mais là, ils avaient des caractères. Lui, il était doux, lui, il était plus sec, lui, il était plus... Et ils avaient des attentes différentes. Même les deux, ils se disputaient. Où est le secret? Le secret, il est une foi qui unit malgré la divergence des caractères. Mais non pas une foi qui nie les caractères. Ça n'a jamais existé, cette espèce de foi qui fait qu'on est toujours d'accord les uns avec les autres, qu'on s'aime toujours, qu'il n'y a pas de différence entre nous. Ce qui fait que quand on idéalise notre histoire, on regarde notre communauté et on est les champions de l'utilisation du conditionnel. Tu regardes ta communauté, tu dis, mais ça ne devrait pas être comme ça entre croyants. Mais notre communauté, elle ne devrait pas, ça devrait être, ce serait mieux. Tu es tout le temps dans le conditionnel. Et des fois, tu as envie de dire au frère, attends, si tu descendais à l'indicatif, ce serait mieux. L'indicatif présent, c'est ça. Oui, on a des personnalités différentes, on a des caractères différents, on a des émotions différentes, on ne réagit pas à la même chose. Toi, quand tu me dis quelque chose, tu as l'impression d'être poli, moi j'ai l'impression que tu m'agresses. Donc pour être juste avec moi, fais attention à ne pas m'agresser, même si tu as l'impression d'être poli. Chacun son caractère.
Notre foi, elle lie dans la diversité, elle ne nie pas. Ça, il faut le comprendre dans notre communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos actions islamiques, à des moments donnés, il y a des choses qui vont correspondre à ton caractère, puis pas à mon caractère, à ta personnalité. Notre foi va unir dans la diversité, va pondérer les différences de caractère, mais elle ne les nie pas. Ne commençons pas à nous projeter dans l'idéal parce qu'on ne saura pas gérer la réalité. Et ça, c'est aussi une chose qui est très importante. C'est que les principes de la foi, ils sont très simples. Très simples. L'islam est simple. Mais ce que l'on sait, c'est que la vie est compliquée. C'est que ma personnalité est compliquée. Donc moi, ce que je veux avec mon frère, c'est que la simplicité de la foi nous unisse dans la complexité de nos caractères, mais pas le contraire. Moi maintenant, je ne veux plus jamais entendre quelqu'un qui s'approche de moi et qui me fait penser ou qui veut me montrer que la vie est simple. C'est pas vrai. Parce que si tu me dis la vie est simple, tu vas faire en sorte que pour moi l'islam c'est très compliqué. Parce que c'est pas vrai que ma vie est simple. Tu vas vers un frère, tu vas vers une sœur, tu as le cœur qui est déchiré, tu es mal dans ton cœur, tu te sens pas bien, tu as envie de quelqu'un qui puisse t'aider, t'accompagner, tu sais pas comment être avec Dieu, tu sais pas comment faire ta prière, tu sais pas comment évoluer, tu te sens mal, et lui, tu as des petites recettes comme ceci. Mais mon frère, c'est simple. Prie. Attends, tu crois que je sais pas qu'il faut prier? Je suis en train de te dire que j'ai le cœur blessé, que je suis pas bien, que je suis mal dans mon cœur, et toi, mais prie mon frère. Et puis en plus, si tu lui dis, mais c'est pas de ça dont j'ai besoin, il dit, ah, ta foi est malade. Alors ça, en matière de psychologie élémentaire, c'est bien. Tu veux détruire quelqu'un, continue comme ça. Il vient vers toi, te dit, jeûne mon frère, jeûne, il suffit de jeûner, tu vas voir. Masha'Allah, rien du tout. Si je jeûne et que le lendemain je vais mal, c'est toi qui m'as donné une fausse solution. Bien sûr que le jeûne, il va m'aider. Bien sûr que tout ça, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ma vie, elle est compliquée, elle demande autre chose. C'est pas parce qu'on a des principes simples qu'on gère les problèmes de la vie simplement. Ne deviens pas simpliste dans la vie. Et c'est l'islam qui est simple et la vie qui est compliquée. Aide-moi avec les principes simples de l'islam à gérer la complexité de ma vie. Mais ne me dis pas que la vie est simple. Parce que plus tu me répondras par des questions comme des réponses aussi simples que ça, plus j'aurai l'impression que j'arriverai jamais à être un bon musulman. Et là, l'islam devient très compliqué, c'est très loin de moi. Ça se complique pour moi, parce que ça veut dire que c'est moi qui suis coupable, ça veut dire que c'est moi qui ne vais pas bien, ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas normal. Si tu me réponds comme ça, tu es en train de me dire que tu es anormal. Et alors, c'est pas vrai. Je suis tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve les voies d'aller vers cette simplicité-là. Donc, n'oublions jamais que nous sommes des êtres humains avant d'être des croyants. Et qu'à partir de notre humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ta foi, elle doit te permettre de réformer. Elle ne te nie pas. Et ça, on doit le dire à un moment donné aussi à un certain nombre de nos frères et de nos sœurs. Je veux dire, à la veille du mariage. Ça, je l'ai souvent répété, je le répète encore. Le frère, il vient ou la sœur vient et te dit, je suis croyant. Je suis croyante, j'ai la foi. Elle est croyante, elle a la foi. Ou il est croyant, il a la foi. Alors, puisque j'ai la foi et qu'elle a la foi, ça va être le top. Pas de problème. Alors, tu as envie de dire, non mais attendez, c'est pas comme ça la vie. Tu maries pas deux fois. Tu maries deux personnalités, deux personnes qui ont chacun des attentes, des vies, c'est ça que tu maries. Alors, à force de penser que le mariage, ça va être, tu as l'impression, je sais pas, un mirage, quoi. C'est deux fois, ouf, comme ça. Non, descendez. Va falloir gérer des caractères, va falloir gérer des attentes. C'est difficile un mariage. La foi, elle doit aider à adoucir les contours de la personnalité, mais pas à les nier. Parce que si tu commences comme ça, la première faute de l'autre, tu lui dis, t'as pas de foi, je savais que tu l'avais pas. Je le sentais. Comme le frère, il me dit, hier elle me disait que j'étais le meilleur des croyants, et maintenant elle me dit, je sentais. Aïe, maintenant tu sens. Dès que je suis en faute, c'est comme ça, on est comme ça. Les êtres humains, c'est comme ça. Dès que tu sens la faute, hop, tu la prends et tu la tires vers toi, la faute. Autre exemple, un cas mais incroyable. Je vais vous prendre l'extrême pour vous dire ce qui se passe dans nos familles. C'est l'histoire d'un couple, Masha'Allah. Une croyante et un croyant. Mais vraiment, et tu peux même pas imaginer que ça arrive chez eux, ça. Alors lui, avant de dormir, il faut qu'il lise. Il faut qu'il prenne un livre. Donc il a besoin de lumière.
Elle, avant de dormir, il faut que tout soit éteint. Il faut qu'il fasse nuit. Tu comprends? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Tu les unis et puis tu leur donnes un dal sur la aqidah. Et vous savez comment ça a fini? À coup de ayat qur'aniyya et de hadith. Ils sont finis à se disputer en commençant par finalement dire, toi tu as peu de foi, tu ne comprends pas l'islam. Pourquoi tu ne comprends pas l'islam? Parce qu'en islam, la nuit c'est fait pour se reposer, on ne lit pas avant de dormir. Donc ta foi elle n'est pas bonne à toi. Et le mari dit non, avant de dormir tu médites. En islam tu dois réfléchir, tu dois faire le bilan. Le prophète il a dit. Et ça finit à partir de cela. Mais vous rigolez, je vous promets qu'on en arrive là. Il y avait la lumière ou c'était éteint? Je vous promets qu'on en arrive là. On en arrive à des disputes parce qu'on a idéalisé la foi. Finalement, c'est à coup de tu as moins de foi que moi parce que tu n'as pas compris l'islam. Parce que tu n'as pas compris que la nuit c'est fait pour dormir. Ou tu n'as pas compris qu'avant de dormir on médite. Et parce qu'on a idéalisé le mariage, on finit par gérer des situations tout à fait dramatiques parfois. Des choses très simples, là c'est l'extrême, mais combien d'histoires sur des petits détails qui ont fini par un tribunal de l'époux vis-à-vis de l'épouse ou de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Donc, on est des êtres humains avant d'être croyants. Et la foi, elle aide, elle adoucit, elle réforme, elle ne nie pas. Et tout ce qui est ta personnalité, il n'est pas demandé que tu la nies pour redevenir musulman. Ni par exemple dans ton éducation en France. Tu as une personnalité, tu as un sens de l'humour, tu as une personnalité qui est née dans ce pays. Tout ce qui t'a été donné dans ce pays, c'est devenu toi. Que tu aies été français de souche ou que tu sois né originaire de l'immigration, tu es d'ici. Et il ne s'agit pas que la foi, elle nie tout ça. Tout ce qui est ta personnalité, c'est ta personnalité. Tout ce qui a de bon, garde-le. Tout ce que t'a donné cette société de bien, garde-le. Tout ce qui n'est pas tout à fait dans la ligne, réforme-le. Mais ne te nie pas. Parce que plus tu penses que ta foi est opposée à ta personnalité, plus tu deviens schizophrène et tiraillé. La réalité de tellement de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs dans notre communauté. Bien. Dernier élément de cette courte introduction, c'est de rappeler tout ce qui ne s'oppose pas à un principe de l'islam, on l'intègre comme étant partie prenante de notre tradition. Nous sommes d'accord là-dessus, ça fait partie de notre tradition et ça fait partie de notre charia et on l'intègre, donc on prend tout ce qu'il y a de bien, ça rappelons-le parce qu'on va en avoir besoin maintenant. Les 5 chantiers sur lesquels nous avons à travailler, d'urgence. Le premier, c'est le chantier de l'instruction et de l'éducation. Le chantier de l'instruction et de l'éducation, c'est un chantier majeur. Vous savez, dans la terminologie officielle, instruire, c'est transmettre un savoir. Éduquer, c'est transmettre un savoir et un comportement. Oui, c'est aussi une dimension éthique. Donc, en général, on attendait que les familles éduquent et que l'école instruise. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les repères sont un tout petit peu difficiles à retrouver, que de moins en moins de familles éduquent. Là, je parlais avec un frère là, récemment qui me disait quel comportement il voyait chez des jeunes issus de l'immigration, des Français issus de l'immigration originellement, mais qui sont Français maintenant, quelle difficulté il y avait à voir comment ils étaient éduqués, malhonnêtes, insolents, ne respectant pas de repères, difficulté maintenant d'avoir dans les familles ce genre de transmission de l'éducation, et dans les écoles on voit de plus en plus d'enseignants qui sont maintenant pratiquement des éducateurs, ils doivent refaire un travail sur le comportement. Donc on a énormément de difficultés. Et nous, Français de confession musulmane, Européens de confession musulmane, nous sommes ici, et nous voyons ce système. Et on se dit, ce système scolaire, il ne correspond pas à notre idéal. Et alors on a 2 solutions. Soit, comme certains l'ont fait, c'est, il faut tout refaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des écoles islamiques, on va tout refaire. Alors, moi je ne suis pas contre les écoles islamiques, sur le principe. Ça dépend lesquelles. Parce que pour certains, l'école islamique, c'est pas une école où tu permets à quelqu'un de s'inscrire dans son environnement. C'est une école dans laquelle tu le protèges de l'environnement. Ce n'est pas une école rayonnement, c'est une école ghetto. Tu mets les musulmans ensemble, tu les protèges. Et qu'est-ce qui se passe?
Il se passe qu'ils sont dans un univers artificiellement protégé. Quand ils sortent de l'école, ils retombent dans la société. Et si tu as été artificiellement protégé à l'école, quand tu retombes dans la société, tu peux être pire. Un peu comme ceux quand ils viennent, vous avez lu peut-être parfois ce que certains ont vécu quand ils viennent du Sud. Ils étaient dans un espace protégé culturellement, ils arrivent en Europe et tout est permis. Et là, ils perdent les repères. Ils deviennent complètement... C'est pire que le reste. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à ce qu'ils voient. Combien j'ai vu même des jeunes du Burkina Faso ou d'Afrique noire, ils sont arrivés en Europe, là-bas ils étaient protégés, tout à coup, quand tout leur est ouvert, ils perdent tous les repères. Ben, ça arrive la même chose avec les écoles. On les a artificiellement protégés à côté de la société. Ils arrivent dans la société, ils sont complètement perdus, ils n'ont pas de repères. Ils ne sont pas formés pour résister. Ils ne sont pas formés pour vivre avec. Ils sont formés à vivre dans une micro-société artificiellement protégée, totalement déconnectée, schizophrène. Comme parfois, on en voit le week-end totalement occidentalisé, puis pendant la semaine, apparemment musulman, c'est-à-dire préservant les formes. Alors on a cette solution-là, et certains l'ont faite, et aujourd'hui, après 20 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons penser une éducation et une instruction enracinées dans le milieu où nous sommes. C'est-à-dire qui permettent à l'enfant, qui permettent à l'adolescent, qui permettent à l'universitaire de comprendre l'environnement français, d'être formé à sa personnalité dans l'épanouissement et d'être acteur dans son environnement, mais avec ses références. En d'autres termes, on ne peut pas éduquer et instruire sans compréhension de l'environnement où l'on éduque et l'on instruit. On n'éduque pas à côté du monde. On éduque pour faire quelqu'un qui travaille dans le monde. On n'éduque pas un musulman à côté, dans une espèce d'île comme ça, dans laquelle il va sortir et de laquelle il va sortir et dans laquelle il va tomber dans l'eau. Entre son île et la société, il va se noyer. Et donc, il faut trouver une voie. Alors, aujourd'hui, si nous observons notre situation, et pour ce qui vous concerne, en Europe francophone, eh bien, est-ce que nous avons les moyens, maintenant dans la communauté, de tout refaire? Est-ce que quelqu'un parmi nous a vraiment un modèle d'école qui soit alternatif au point de pouvoir tout refaire? On n'a ni les enseignants, on n'a pas les pédagogues, et on n'a pas les théoriciens de cela. On ne les a pas. C'est pas vrai. Alors tu peux rester assis sur une chaise en disant « il faudrait faire ». Vous avez remarqué le conditionnel. Il faudrait. Oui, mais pendant ce temps, j'ai mon fils, j'ai ma fille. Entre « il faudrait » et ce qui se fait, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans la société dans laquelle on est, pour essayer de faire un accompagnement éducatif? Eh bien, il faut absolument, plutôt que de penser dans l'idéal un système parallèle, il faut dans la réalité penser un système complémentaire. Il faut totalement changer notre approche de l'éducatif. Il ne faut plus faire du parallèle, on va tout refaire. Non, on va faire du complémentaire. Mais vous m'avez bien compris, pour pouvoir faire le complément de quelque chose, il faut savoir ce qui se fait dans ce quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faudrait faire le compte de tout ce qui est acquis dans l'école française. Parce que pour ce qui me concerne, quand je vais dans les pays arabes, quand je vais dans les pays du Sud, je vois quelles sont les éducations qui sont offertes. Et je peux vous dire que je suis très critique, parce que dans certaines écoles, c'est du bachotage. Tu apprends par cœur, mais tu ne construis pas ton intelligence critique, tu dois répéter. Or, quand je vois l'école ici en Europe, il y a énormément de choses qui sont des acquis que je vais prendre. Simplement, il faut les étudier. Qui a vraiment fait cette étude? Évaluer le système dans lequel nous fonctionnons de nos enfants et dire mais qu'est-ce qu'il y a de bien qui est déjà acquis? On ne va pas refaire ce qui est de bien. On ne va pas réenseigner les mathématiques, on ne va pas réenseigner le français, on va compléter. Faisons que ce que nous pouvons faire, mais faisons-le. On ne peut pas tout refaire. Et on ne peut pas continuer à imaginer qu'on refera tout un jour. Pour l'instant, on ne peut pas. Regardons la réalité. Ça veut dire, dans le système français, dans les 6 structures d'accompagnement scolaire et éducatif, il y a énormément de choses qui se font de bien. Faisons-en l'acquis. 1, 2, 3, tout ça c'est acquis. Ça, il faut le garder. Mais ça veut dire qu'il faut être proche de l'école. Ça veut dire que les parents, il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe à l'école. Il faut qu'ils soient dans les conseils des parents. Il faut qu'on nous voit à l'école. Il faut qu'on connaisse le système. Tu discutes avec des gens, ils ne connaissent rien. Ni au système, ni au programme. Rien. Mais comment tu veux faire quelque chose de complémentaire si tu ne sais rien de ce qui se fait dans le pays dans lequel tu vis? Et qui est-ce qui peut aider à cela?
Ceux qui ont vécu dans le système ou qui enseignent dans ce système, les étudiants qui sont là. Le problème, c'est que nos étudiants, quand ils sont passés à l'université, tu penses qu'ils auraient un petit souci pour ceux qui restent derrière, pour essayer de les aider dans un système complémentaire? Non, on est devenus des petits bourgeois. On est devenus des petits paresseux. On est venu, je veux mon diplôme, je veux ma licence, je veux ma maîtrise, je veux réussir, je veux être le premier. Mais si tu es le premier sans ta communauté, tu es le dernier. Si le but, c'est que tu sois tout seul pour réussir et que tu oublies tous ceux que tu peux aider, tu es le dernier des derniers, même si tu as 20 sur 20. Parce que le jour où on te posera la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour ceux qui avaient besoin de ces jeunes qui sont dans les banlieues? Quand tu connaissais le système, quand tu sais ce qui se fait à l'école, pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi il n'y a pas des groupes d'étudiants qui se constituent au lieu d'être les observateurs de nos dérives? De regarder à la télévision qu'il y a tellement de délinquants, que dans certaines villes, à Nice, 80% de la population carcérale est d'origine immigrée. Où ils sont les étudiants? Où sont ceux qui ont réussi dans ce système pour qu'ils reviennent à la base, qui forment des groupes, des associations d'étudiants accompagnant les jeunes complémentairement à ce qui se fait dans les écoles. Ils savent ce qui se fait dans les écoles, mais ils savent aussi ce qu'il faut faire à côté. Comment on accompagne ces jeunes? Qui fait ce travail? Où ils sont? On attend qui? On attend un moufti? On attend une baguette magique ou nous sommes les acteurs de ce changement-là? Donc, dans le système éducatif, il faut compléter, mais il faut connaître. Et ceux qui le connaissent, c'est vous. Vous connaissez ce système et vous devez l'étudier encore davantage pour savoir qu'est-ce qu'on peut compléter avec des enseignants. Là aussi, il ne s'agit pas de tout vouloir faire nous. Il y a énormément d'enseignants, énormément de gens qui travaillent dans les écoles, dans les lycées, qui sont prêts à écouter. Ils ont envie de voir ces populations. Vous pensez que les enseignants dans les écoles aujourd'hui sont contents de se faire insulter par tous les noms d'oiseaux? Vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'ils sont contents de voir les comportements de nos jeunes, là? Vous pensez qu'il y en a un qui est content? S'ils voyaient des étudiants, s'ils voyaient des parents, s'ils voyaient des cadres associatifs venir à l'école, on dit, voilà ce qui se fait à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire en complément? Quel type de partenariat on peut mettre sur pied en complémentarité? On ne va pas tout refaire, mais on va accompagner. Vous ne pensez pas qu'il y a des enseignants qui seraient contents? Plutôt que la seule chose qu'on leur dise, oui, ils sont contre l'islam, ils ne veulent pas le hijab. Mais où en était, nous? Où on était pour expliquer aux enseignants ce que c'est? Quand tout à coup ils voient apparaître dans les écoles des jeunes filles qui portent le hijab, ils n'ont jamais vu leurs parents. Ils n'ont jamais vu personne. Et puis on leur dit attention, c'est de l'intégrisme. On n'était jamais là pour expliquer, on est là que pour critiquer, nous. On n'explique rien et on doit être compris de tout le monde. Ça suffit. Soyons présents sur le terrain. Travaillons dans la complémentarité sur le plan scolaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malveillance chez un certain nombre d'enseignants. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas racistes. Je ne dis pas. Mais je dis surtout que nous sommes très responsables du manque de communication que nous avons avec notre environnement. C'est nous les responsables aussi. Et nous avons de ce point de vue-là à faire un vrai travail sur le plan éducatif. Dans des structures complémentaires. Dans des structures complémentaires qui soient avec les parents des élèves, avec les enseignants, avec les jeunes, les étudiants ont une grande responsabilité. Tous ceux qui ont réussi ici et qui réussissent et qui ont atteint l'université, si tu ne donnes pas 2-3 heures de ton temps à accompagner des structures complémentaires qui permettent d'accompagner des jeunes, eh bien c'est pas normal. Ceux qui ont, justement dans la région Rhône-Alpes, là, des associations qui essayent de faire un travail avec des étudiants, mobiliser ça. Et il y en a énormément d'étudiants, simplement il faut donner du temps. Il ne faut pas penser qu'à sa réussite personnelle. Moi, je me méfie de ceux qui sont généreux assis. Vous voyez, la générosité des assis, ça m'inquiète, moi. Parce que ça n'a jamais changé le monde, les assis. La bourgeoisie nouvelle. Si on continue comme ça, venant du Sud, on va vraiment être les assis du Nord. C'est ce qu'on est en train de devenir. Des gens qui sont là, en train de penser la justice assis sur une chaise, penser le bien. Où on est? Où ils sont ceux du terrain? On devrait tous être sur ce terrain-là. Tous, à un moment donné, on doit donner de son temps pour cet engagement-là. Donc, l'éducation, les structures complémentaires. Donc, ma thèse, elle est celle-ci, à discuter. Ce n'est pas parole d'évangile au sens où on le dit en français. Ce n'est pas une révélation. C'est une parole à discuter, une opinion. Un système complémentaire et non pas un système parallèle. Le système parallèle, on ne peut pas le faire. On n'en a pas les moyens. Il faut donc développer autre chose. Deuxième chantier. Et alors là, s'il y a un chantier dans lequel on est à côté de notre sujet, c'est le chantier des loisirs et du divertissement. Là, on est en train de perdre une grande bataille. Et j'aimerais vous dire qu'en matière de comportement et en matière de structuration et de formation de la personnalité, les loisirs et les divertissements aujourd'hui ont plus d'influence très souvent que la présence dans le milieu scolaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une société du temps libre, vous êtes une société du divertissement, où le langage universel, c'est la musique, où il y a un certain type de divertissement offert. Et nous, alors de ce point de vue-là, plus borgne pour être gentil, ou carrément aveugle pour être réaliste, que nous, tu meurs. Pour ne pas voir le problème en face, vraiment, il faut vraiment se donner l'impression de... Là il ne s'agit pas d'être simplement positif, il s'agit de regarder la réalité en face et de prendre effectivement ce que l'on peut à partir des éléments positifs. Mais être positif, ça ne veut pas dire être naïf et aveugle. Quelle est notre attitude par rapport au divertissement? Alors, il y a une première attitude, elle existe chez un certain nombre de personnes, moi je la respecte parce qu'elle est islamiquement fondée. Quelle est-elle? C'est d'annoncer clairement que tout est haram. La musique, haram. Cinéma, haram. Littérature, haram. Bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, cherche le halal. Ça, c'est une des attitudes. Ou alors, tu fermes les yeux sur ce que tu fais en pensant que c'est haram, mais tu le fais quand même. Bien. Ça, c'est une attitude, on peut la respecter, mais on ne peut pas constituer une présence épanouie avec ce type d'attitude-là. Surtout que ce n'est pas la seule opinion islamique. L'autre chose, c'est le divertissement infantilisant. Jusqu'à quel âge les enfants ne prennent pas de risques, moralement? 12 ans. Enfin, maintenant, ça commence à... Non, à 12 ans, c'est danger. Mais enfin, bref, disons 10 ans. 10-12 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des jeunes hommes ou des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans même, et on les met avec des plus jeunes de 9, 10, 11, 12, comme ça. Pas de risque. Il ne faut pas avoir la tête qui pense à autre chose. On infantilise nos adolescents en faisant des activités qui sont absolument en déconnexion avec leur réalité. Et là aussi, c'est une chose qui est grave. C'est infantiliser notre rapport au divertissement en ne tenant pas compte des âges. Des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils ont besoin d'un certain type de divertissement. Des enfants qui ont 15 ans, d'un autre. Des jeunes adultes. À 18 ans, tu es adulte dans ce pays. Tu vas faire quoi? De la couture? Tu vas faire quoi tu vas te promener à la campagne? Les activités de divertissement. On a pris nos jeunes adolescents, petite promenade à la campagne. Tu as une société qui te dit, viens danser samedi soir, c'est gratuit, toi, non, promener à la campagne. Mais ça ne peut pas être une réflexion sur une culture alternative, ça, c'est pas possible. Ou alors, faisons des chants islamiques. Alors les chants islamiques, d'un côté, tu as des chants en langue française extrêmement élaborés, quand ce n'est pas des chants où il n'y a même pas de paroles, tu ne sais même pas ce que les gens disent, mais tu as une culture en langue française, du chant en langue française extrêmement élaboré, puis alors tu as nos chants à nous. Alors, c'est bien ce qu'on commence à produire, mais quand tu écoutes un peu les paroles, je veux dire, à 90%, c'est fait pour les jeunes de 10 à 13 ans. Ça va pour mon fils, ça va pour ma fille. Mais que tu me dises en chantant « je suis content, je suis musulman tous les jours et tout le temps », d'accord, c'est bien, barakallahu fik, mais moi ça va pas. Je ne peux pas offrir ça comme une culture alternative. On ne peut pas produire de la sous-culture en langue française, c'est pas possible. Donc il faut qu'on revienne vraiment à quelque chose d'autre. Et moi je suis très critique et très sévère parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de faire semblant que ce n'est pas un problème, alors que c'est un vrai problème dans cette communauté. On n'a pas de culture alternative à proposer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un grand chantier. Dans toutes les villes de ce pays, il faut ouvrir des bibliothèques, voire des librairies, avec des livres et des corpus de référence qui ne soient pas islamico-islamiques pour les musulmans déjà musulmans. Ça suffit avec cette espèce de culture étriquée où tu n'as que à lire des choses où c'est marqué islam dans le titre, écrit par quelqu'un qui a un nom à consonance islamique, publié par une maison d'édition islamique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ceux qui parmi vous lisent des livres, ceux qui ont fait des études, ceux qui sont à l'université ou ceux qui lisent par ailleurs, aident, fassent un groupe et qu'on constitue des espaces dans lesquels il y a des livres
sur la littérature française avec des livres qu'on sélectionne. On n'est pas obligé de tout prendre. Tout ce que fait la production littéraire française n'est pas bon, mais il y a énormément de choses qui sont bonnes. On commence à avoir dans nos librairies et dans nos bibliothèques des livres qui sont des romans, qui sont de la littérature, qui sont en accord avec nos principes. On commence à mettre un certain nombre de films ou un certain nombre de documentaires qui ne sont pas en désaccord avec nos principes. On ouvre nos librairies et nos bibliothèques et on fait un corpus. Dans chaque ville, il devrait y avoir une librairie ou une bibliothèque ouverte où on montre que la culture islamique, ce n'est pas une culture de l'étouffement. Tout n'est pas interdit, mais ça se voit dans des divertissements. Et ça, il faut le faire. Où ils sont les jeunes étudiants là qui ont aussi qui travaillent, qui étudient? Tout ce que vous lisez, c'est anti-islamique. Ben alors arrêtez vos études. C'est pas vrai. Tout ce que vous lisez ne l'est pas. Donc il y a de ce point de vue-là des textes qu'on doit avoir dans nos librairies. On a et il faut avoir une attitude sélective. Mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Aujourd'hui, j'ai visité, je ne sais pas moi, 50 librairies islamiques à travers l'Europe. Je suis désolé, je suis dans un désert intellectuel. Je suis désolé. Le désert intellectuel, alors c'est très bien comme littérature du point de vue strictement islamique, mais comme compréhension de mon enracinement en Europe, c'est le désert. C'est un désert. Et je peux présenter rien de tout cela à mes enfants comme perspective de sois épanoui, sois bien ici, travaille, change les choses. Non, c'est des camps retranchés. C'est des espaces fermés. Il n'y entre que ceux qui sont initiés. Ça ne va pas. On ne peut pas avoir ce type de culture. La culture sélective. 2, produire. Il y en a qui ont des plumes, il y en a qui ont des idées, être créatif. Et avec des textes qui soient un peu élaborés, avec des choses qui soient élaborées. Puis on fait des activités culturelles pour chaque âge. Entre 6 et 10 ans, c'est un type d'activité. 10, 13 ans, un type d'activité. 13, 16 ans, un autre type. Puis ensuite d'autres. En fonction des âges, à la portée. Des jeunes, ils ont des activités culturelles d'un certain standing, d'un certain niveau à l'école, et toi, tu leur fais des choses qui les infantilisent. Ils ont l'impression que dans la communauté, tu ne peux être bien que si tu joues l'enfant. Que si tu fais comme si tu n'es pas touché, il n'y a jamais rien qui t'atteint. Non, je ne connais pas. Mais tu vois bien chez des enfants comment ils sont les adolescents. Ils entendent des choses à l'école, ils viennent devant le papa et la maman. Ah, je ne savais pas, tu parles. Il a déjà entendu ça 20 fois. Mais il fait semblant parce qu'il a très bien compris. Plus tu joues à l'enfant qui n'a rien entendu dans la communauté, plus tu as l'impression que tu rassures tout le monde. Attention à ceux qui vous rassurent en apparence et qui sont complètement déchirés à l'intérieur ou qui jouent à vous rassurer. Rapidement, 3e chantier, celui de la mémoire. Juste pour dire une chose encore par rapport à l'éducation et à l'instruction, vous avez bien compris aussi que ce qu'il faudrait en matière d'éducation complémentaire, c'est que dans nos mosquées, nous faisions aussi du complémentaire. C'est-à-dire que nous sachions ce qui se passe à l'école et que dans les mosquées, dans les cours, on fasse véritablement un enseignement complémentaire. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, l'enfant, il va à l'école on lui dit, critique, donne ton avis, discute, il va à la mosquée, écoute, tais-toi, répète. C'est ça, écoute, tais-toi et répète. Ou plutôt, tais-toi, écoute et répète. Il a ça d'un côté comme système éducatif et il a l'autre où on lui dit, discute, prends, donne, quelle est ton opinion. Mais dans les mosquées, il faut changer aussi, il faut faire quelque chose qui soit en phase avec ce qui se passe à l'école aussi. Tout ce qui se fait à l'école n'est pas bon, il y a des choses qui sont intéressantes. Donner ton opinion, c'est l'éducation du prophète à qui on osait poser des questions et qui daignait répondre. Donc je reviens à ce 3e chantier, la mémoire. Vous êtes en train d'assister sous vos yeux à l'un des plus grands mensonges concernant la construction de la conscience européenne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'Europe s'est constituée sur le substrat gréco-romain et judéo-chrétien. C'est faux. Aujourd'hui, tu peux faire une licence de philosophie, tu n'as même pas lu une page d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, d'Abu Hamid al-Ghazali. Tu peux être docteur en sociologie, tu n'as pas lu une page d'Ibn Khaldoun. Non mais attendez, c'est un mensonge. Je veux dire, toute la tradition de la civilisation musulmane qu'on ne connaît pas, de la civilisation arabo-musulmane en Europe qu'on ne connaît pas, eh bien, qui est-ce qui va faire ce travail de mémoire? Aujourd'hui, il faut renouer avec cette mémoire. Tu vaux parce que tu sais de ton histoire aussi. Et l'une des forces de la colonisation, c'est de te couper de ta mémoire.
Et alors on parle du devoir de mémoire. On a un vrai travail. Où y sont les étudiants? Où y sont les responsables associatifs qui ont un tout petit peu d'éléments d'histoire? Il y a un frère en Angleterre, il est allé faire des recherches sur des documentaires sur la civilisation islamique. Il a trouvé 60 documentaires en anglais. Je suis sûr qu'on trouve exactement le même nombre en français, voire plus. Mais il faut constituer une bibliothèque avec des documentaires, chercher des livres, travailler sur la mémoire, monter des expositions. Un frère en Belgique, il monte une exposition, il prend un groupe de 15, il descend jusqu'en Andalousie et il les remet en phase avec la mémoire de ce continent. La mémoire de la civilisation islamique qui est la nôtre. Et ça, il faut travailler là-dessus. La mémoire est formatrice de l'identité épanouie. Sans mémoire, tu n'as pas de repère. Et surtout, la civilisation occidentale, souvent se donnant comme, et se présentant comme auto-productrice d'elle-même, ce qui est faux. La civilisation musulmane a contribué à sa constitution. Donc, un travail sur la mémoire longue, civilisation et même civilisation en Europe. Mais encore faut-il que pour pouvoir le dire aux gens, on le sache nous. Combien de livres vous avez lus là-dessus ? Qu'est-ce que vous savez de la mémoire et de la civilisation musulmane? Certains d'entre vous connaissent plus. On va vite terminer. Donc, la mémoire. La mémoire aussi de la colonisation. On parle du devoir de mémoire 39-45, mais la mémoire de la colonisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique du Nord? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les populations soient obligées de s'exiler? Non pas par vengeance, mais par souvenir. Savoir ce que ça a été que la mission civilisatrice de l'Europe. Que de la civilisation occidentale. Tout ce travail, il faut le faire. Il faut travailler sur la colonisation. On a eu cette ébauche à partir de ce qui concernait la torture. Mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, les déstructurations des sociétés. Il faut travailler sur cela. Et une autre chose qu'il faut faire dans la mémoire plus courte, c'est l'émigration. La mémoire de l'émigration. Faire comprendre à des jeunes que quitter son pays, venir dans un autre, quitter pour du travail, c'est digne, c'est grand, que la mémoire de ton père et de ta mère, c'est pas n'importe quoi. Ce travail, il faut le faire aussi, et il faut faire avec force. Il faut vraiment le faire avec force. Et ce travail sur... Parce que les jeunes, ce qu'on leur dit, c'est d'où tu viens, d'Afrique du Nord, c'est pas grand-chose, tes parents, c'était pas grand-chose. Nous, il faut qu'on renoue avec une mémoire positive. Civilisation, colonisation et émigration. Tout ça, c'est un travail sur la mémoire. Nous avons à y travailler. Et énormément de personnes qui travaillent dans les domaines de l'histoire, qui travaillent dans le domaine de l'universitaire, qui devraient constituer des documentaires. Réunissez un groupe de jeunes dans un local, mettez une cassette, un documentaire, travaillez là-dessus. Au lieu de systématiquement, quand c'est islamique, c'est le Coran, c'est la Sunna. Mais non, c'est aussi ta mémoire, c'est aussi ta personnalité. Constituez des dossiers, montez des expositions. Il y a plein de travail à faire. Énormément, des chantiers énormes qu'il faut aujourd'hui investir par notre présence. Encore une fois, si vous attendez que les 15 personnes qui s'occupent du cours et du séminaire le fassent, on ne va pas y arriver. Mais s'il y avait des mobilisations dans le terrain de votre part et de la part des autres, avec des partenaires beaucoup plus larges, parce qu'on ne doit pas travailler contre les autres, on doit travailler avec tous les autres partenaires, ce serait une bonne chose. J'ai vu des enseignants qui disaient qu'il faudrait faire ce travail, qui n'avaient même pas de matière dans ce qu'ils enseignaient pour pouvoir faire renouer leurs propres élèves avec la mémoire longue qui était l'honneur de leur civilisation. Ben ça aussi, nous avons à donner des outils pédagogiques. Avant-dernier chantier, celui de l'accompagnement. Et là aussi, nous avons un grand problème. L'accompagnement des jeunes sur le plan de la délinquance ou sur le plan de la violence ou sur le plan de la drogue. L'accompagnement de ceux qui vont se marier. Là aussi, un énorme chantier. On le sait, dans les villes, un divorce sur 2 mariages. Et dans les mariages qui sont ceux dans la communauté musulmane, arrêtez d'idéaliser. Ça se passe très très mal. Il y a des situations extrêmement catastrophiques. Avant le mariage, on idéalise. Et pendant le mariage, qu'est-ce que j'entends? Inceste, violence et des choses terribles qui se passent dans les familles. Terribles. Mais nous, on veut... Non. Comme un frère qui a écrit une fois, je lui ai dit d'ailleurs, il dit l'islam a mis une telle importance dans la famille que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins de problèmes dans les familles musulmanes. Je suis obligé de regarder la réalité en face. Je ne peux pas dire qu'il y a moins de problèmes. De la violence, jusqu'à de l'inceste pour des jeunes filles. Alors comment on fait? Une femme qui est maltraitée par son mari, jusqu'à la violence, et qui lui laisse entendre que c'est islamique, alors qu'on sait que le prophète n'a pas levé la main sur une de ses épouses, que ça n'existe pas, cette espèce de phobie de la violence en islam. Eh bien, ce travail-là, comment on va faire?
Comment on va? Où ils sont les structures d'accompagnement? On va attendre d'avoir des psychologues musulmans, des assistants sociaux musulmans, des éducateurs musulmans. Tu peux attendre longtemps. Ça devrait, mais on ne l'a pas. Donc il faut travailler en partenariat avec des gens qui soient sur le terrain. Il faut qu'on ait des personnes relais. Il faut qu'on ait des gens qui soient en contact avec les structures scolaires pour accompagner les jeunes, qui soient en contact avec des structures associatives, les maisons de quartier ou les travailleurs sociaux, qu'on fasse ce travail. Où ils sont, où il est ce travail. Il faut des gens qui soient formés, puis il faut des gens qui soient dévoués à ce travail. Et également, comme il a été fait à l'île Maurice, une association d'accompagnement dans le mariage. Encore une fois, je vous pose la question en France, quand une femme a un problème ou un homme a un problème, il va voir l'imam de la mosquée. Vous pensez vraiment qu'un imam de mosquée, il est compétent pour toutes les questions de psychologie et de relations familiales? Il peut donner une fatwa, il peut donner un élément mais on a besoin de plus que ça. Il faut densifier nos rapports à l'accompagnement, on ne les a pas. Structure scolaire, accompagnement dans tout ce qui se passe dans les cités, on est où? Où ils sont ces structures d'accompagnement, ces structures intermédiaires? Et vous attendez quoi? Encore une fois, venir 2 heures le dimanche pour observer le désastre, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut des gens qui agissent. Et dernier élément, la promotion. Alors moi, c'est un concept sur lequel j'insiste beaucoup. La promotion d'une éthique de la citoyenneté. Viennent de passer les élections, certains d'entre vous ont voté et on a dit et on a appelé voter. Aller voter, c'est exister. Je suis d'accord avec le slogan à une seule condition, c'est qu'on sache bien et qu'on réfléchisse bien en amont de ce que ça veut dire que l'acte citoyen, une vraie réflexion sur la citoyenneté. Cette réflexion sur la citoyenneté, elle impose une réflexion sur les principes de la citoyenneté, les valeurs qui nous poussent à agir socialement. Et il faut faire un vrai travail là-dessus, même dans nos associations. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens, soyez citoyens en France ou en Belgique ou en Suisse ou ailleurs, puis quand tu regardes les associations musulmanes, c'est tout sauf citoyen. Dans les associations musulmanes, tu es parfois élu à vie. La gestion financière, tu ne vois jamais rien. C'est tout opaque. On dit une citoyenneté transparente, mais dans l'association musulmane, il y a tout sauf de la transparence. Il y a des gens qui sont élus avant les élections. Oui, il y a de l'argent qui passe, tu ne sais pas d'où il vient. Et après, tu dis aux gens, non, citoyenneté. Je veux dire, quel message tu dis aux jeunes, sois citoyen? Ils regardent l'association, ils se disent, c'est la foire totale. Ils voient des gens qui se disputent pour le pouvoir, ils voient qu'il n'y a pas de concertation. Il y a des associations, s'ils ont fait une assemblée générale depuis 10 ans, c'est bien. Ou alors l'assemblée générale, c'est entre 3 ou 4. Ça suffit avec ça. La citoyenneté, elle commence là. Elle commence dans la gestion associative, d'une certaine transparence, d'une certaine honnêteté qu'on a les uns avec les autres. Si tu ne peux pas gérer ceci dans la morale et dans les valeurs avec ton système associatif, qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Il y a des gens, ils sont là, depuis ici, la dictature dans les pays musulmans, c'est pas bien, la dictature, c'est pas bien. Tu regardes comme il gère son association, c'est dictatorial. C'est je critique la dictature des autres, mais dictateur je suis, dictateur je reste. C'est un dictateur critiquant un autre dictateur et qui se croit démocrate parce qu'il a critiqué le dictateur. C'est ça. Revenir à une éthique de la citoyenneté, c'est-à-dire des valeurs de transparence, d'honnêteté intellectuelle que l'on doit enseigner pour soi, dans nos structures. Ensuite, il faut avoir un discours, une vraie éducation civique à partir de nos références. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes ici pour apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Renouer avec l'acte politique digne. Même si tout le monde trafique, nous on ne trafique pas. Même si tout le monde ment, on ne peut pas. Et ce qu'on veut apporter, c'est ça. C'est pour ça que j'utilise toujours la formule « Normalisons notre présence comme citoyens, ne la banalisons jamais. Jamais être banal, jamais disparaître. Toujours apporter ce don de la distinction, qui est un acte moral, qui est de faire le bien, qui est de demander à l'élu « Ce qui m'intéresse, c'est ta compétence, non pas ton identité. Ce qui m'intéresse, c'est ton honnêteté, non pas ton appartenance. » Honnête et compétent, c'est ça. Et je développe toute une réflexion par rapport à ça. Mais vous en avez certains, ils viennent vers vous, ils disent « Oui, mais eux, t'as vu comme il faut pour avoir le pouvoir ?» Tu es obligé de te retourner. Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux, le pouvoir ?» « Oui, mais t'as vu comment ils ont pour influencer ?» Alors ça, c'est la grande projection des musulmans. « Oui, mais les juifs en minorité, t'as vu comment ils font ?» « Oui, j'ai vu, ça ne m'intéresse pas. » Certains juifs, s'ils peuvent faire ça et magouiller, ça ne m'intéresse pas. Certains communistes, pour magouiller, ça ne m'intéresse pas. Certains d'autres traditions, ça ne m'intéresse pas. Toute la magouille, d'où qu'elle vienne, ne m'intéresse pas. J'ai par ordre de Dieu l'interdiction d'arriver à n'importe quel poste de pouvoir dans la malhonnêteté. Tu me parles de malhonnêteté, ça ne m'intéresse pas.
Montre-moi dans cette société où sont les gens honnêtes, c'est les seuls qui m'intéressent. Et s'ils n'ont pas le pouvoir, eh bien, je suis prêt à travailler sans pouvoir pour l'honnêteté. C'est tout ce qui m'intéresse. Pas de pouvoir, mais honnête. Pas de pouvoir, mais compétent. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut dans cette société. C'est ça l'éthique de la citoyenneté. Demander des comptes aux élus, être un électeur responsable et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que si nous, on ne voit pas les malhonnêtes, lui, il saura reconnaître qui sont ceux qui essayent de faire sincèrement le bien et qui sont ceux qui continuent à jouer avec nous ce que nous ne savons pas. Il le sait, ce qui a été fait par les uns et qui n'a pas été fait par les autres. Il le sait, ce que nous essayons de faire, il le sait. Fanatawakkalu ala Allah, wallahu a'lam de ce qui sera notre destin. Voilà 5 chantiers. Ma conclusion, quelle est-elle? Ça nous concerne tous. Pas ceux qui organisent le séminaire, mais tous. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à changer les choses, c'est parce qu'il y a énormément de ressources humaines dans cette communauté qui dorment. Il y a plein de compétences. Alors revenons à la tradition d'Abraham, remercions pour ce qu'il nous a donné, et dès qu'on a identifié quelque chose qu'il nous a donné, on se demande, est-ce que je peux travailler dans le chantier 1? Est-ce que je peux travailler dans le chantier 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5? Et je me mets au travail. Parce que notre voie, elle est celle-ci. Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Dieu est avec ceux qui ont conscience de sa présence et qui font le bien. Nous lui demandons, Inch'Allah, d'être parmi ceux qui font le bien. Salam alaikum.